La lutte contre la corruption est-elle inefficace au Togo? La question revient sur toutes les lèvres, surtout au lendemain de la publication du rapport de Transparency International sur l'indice mondial de la corruption. Depuis 2023, le pays n'a gagné qu'une seule place dans le classement de 2024. En 2023, le pays était classé 122e sur 180 pays du monde avec 32 points sur 100. Il est arrivé à occuper le 121e rang en 2024. Selon Transparency International, la lutte contre la corruption au Togo a du plomb dans l'aile. L'organisation reproche au pays le manque d'action concrète sur la répression des actes de corruption. La gestion des fonds Covid-19 a été donnée comme référence en matière d'impunité des actes de corruption. Cet état de choses fait dire à Transparency International que les citoyens togolais s'étaient sentis frustrés avec l'évacuation du dossier des fonds Covid. Transparency International impute l'inefficacité de la lutte contre la corruption à la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption (HAPLUSIA). Bien avant l'affaire des fonds Covid-19, c'était l'affaire des Cannes 2013 et 2017 et celle de la réhabilitation de la route Lomé-Vaughan-Enfoin qui cristallisait les débats. Depuis 2019, que l'institution de lutte a annoncé avoir transmis ses dossiers à la justice, les choses sont restées en l'état jusqu'à l'actuel rapport de Transparency International, soit 5 ans d'inaction sur ces dossiers. Par ailleurs, Transparency International fait remarquer par contre que d'autres pays africains ont affiché des performances de lutte contre la corruption. D'autres pays cependant dégringolent du classement chaque année selon l'analyse des résultats combinés de ces pays, toujours selon le nouveau rapport de Transparency International. Dans le cadre de la préparation des candidats au baccalauréat 2025, le ministère des Enseignements primaires et secondaires du Togo annonce l'organisation d'un baccalauréat blanc national. L'épreuve se tiendra du lundi 24 au jeudi 27 mars 2025 et sera suivie d'une correction immédiate selon un communiqué officiel signé par le ministre Dodi Komla Kokoroko. Cette initiative vise à mieux outiller les élèves, notamment les redoublants, face aux exigences de l'examen national. Elle concerne également les enseignants, futurs correcteurs du baccalauréat, dans un contexte de réforme curriculaire et de changement d'approche méthodologique. L'objectif est d'harmoniser les pratiques pédagogiques et d'assurer une meilleure adéquation entre les contenus enseignés et les attentes des évaluations finales. Rappelons que depuis octobre 2018, le Togo utilise une nouvelle approche pédagogique, l'approche par compétences APC, en remplacement de l'ancienne méthode axée sur le contenu. Cette approche met l'accent sur l'implication active des élèves, valorisant leurs connaissances préexistantes et leur capacité d'analyse. L'élève devient un acteur central de son apprentissage, tandis que l'enseignant assume un rôle d'accompagnateur. Cette première édition du baccalauréat blanc national permettra d'évaluer le niveau des élèves à l'échelle du pays et d'identifier d'éventuelles difficultés dans l'application des nouvelles méthodologies pédagogiques. Les résultats de cette simulation pourraient également servir de base pour d'éventuels ajustements avant l'examen officiel. La population togolaise fait face depuis quelques années à une menace silencieuse et mortelle de conteneurs mal fixés. Des accidents impliquant les conteneurs ne cessent de se multiplier tout en ôtant des vies humaines et en semant les désolations dans les familles. Une question reste ainsi posée face à cette situation. Pourquoi ces accidents continuent-ils? Que font les autorités en charge de la réglementation du transport routier? En effet, l'accumulation de ces accidents est un signe démonstrateur de plusieurs failles du système de transport routier au Togo. Parmi ces failles, on peut citer un manque de contrôle rigoureux à la sortie des camions du port autonome de Lomé, la tolérance dans l'application des normes de sécurité et l'impunité dont bénéficient certains transporteurs sont autant des facteurs qui favorisent ces accidents évitables. Dans le but de réduire ces accidents, des organisations de la société civile exigent la mise en place d'un mécanisme de contrôle strict à la sortie du port et sur les axes routiers principaux avec des sanctions exemplaires en cas de non-respect des règles de sécurité. Elle appelle aussi
à une réforme urgente du cadre réglementaire du transport de marchandises lourdes, incluant des exigences plus strictes en matière de fixation des charges et des inspections régulières des véhicules de transport. Une indemnisation juste et rapide des victimes et de leurs familles afin que la douleur de ces tragédies ne soit pas aggravée par une absence de soutien financier et moral. Un suivi rigoureux des engagements pris par les autorités pour que les mesures annoncées ne restent pas lettres mortes. En Afrique, plus de 12 millions de personnes travaillent dans le secteur de la pêche. Ceux-ci assurent non seulement la sécurité alimentaire des populations du continent, mais aussi au-delà. Selon un récent rapport publié par le panel Malabo-Montpellier, qui est un groupe d'experts internationaux spécialisés en agriculture, le continent noir a plus que quintuplé sa production aquacole entre 2000 et 2022. Ainsi, le rapport précise que le volume de production de l'aquaculture en Afrique est passé de 0,45 millions de tonnes en 2000 à 2,51 millions de tonnes en 2022, ce qui représente d'ailleurs le rythme de croissance le plus rapide à l'échelle mondiale. Cette multiplication de la production enregistrée sur la période est caractérisée par la forte demande des produits issus de cette filière. Par ailleurs, il ressort que l'Égypte est le pays qui produit le plus. Le pays enregistre 62% de la production aquacole sur le continent. Le Nigeria le suit avec une production de 10%. Ainsi, faut-il souligner que d'ici 2050, le continent devrait enregistrer une hausse de 74% de sa production de produits halieutiques. Des forces de soutien rapide ont visé cette semaine un camp de déplacés de Zamzam frappé par la famine dans la capitale de l'État du Darfour. Des centaines de familles ont fui. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire extrêmement préoccupante dans ce camp. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact de la violence sur les civils à l'intérieur et autour du camp de déplacés de Zamzam à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, suite à l'escalade des hostilités au cours de la semaine dernière. Environ 5500 personnes ont été déplacées et ont cherché refuge dans la localité de Chamal Jabal Mara au Darfour central. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et 33 partenaires internationaux et locaux ont lancé un appel de 633 millions de dollars pour venir en aide à près de 892 000 réfugiés et exilés, ainsi que plus de 165 000 membres des communautés d'accueil au Soudan touchés par la guerre. Un imam a été abattu en Afrique du Sud. Mouchine Hendrick était considéré comme le premier imam ouvertement gay. Il avait ouvert la première mosquée pour personnes LGBTQ+, dans la ville du Cap. Samedi, l'homme s'est retrouvé piégé dans une fusillade à Garbera, dans le sud du pays. Hendricks prônait une nouvelle interprétation du Coran. De mon point de vue, il s'agit sans aucun doute d'un crime de haine motivé par la religion, parce qu'il a prêché et défendu un message islamique impopulaire et qu'il a appelé à une nouvelle interprétation du Coran qui soit inclusive. Mouchine savait que son message était dangereux. Il a dit que, sans sa foi, il ne serait pas en mesure d'effectuer ce travail. Les bourreaux d'Hendricks se sont enfuis à bord d'une camionnette. Pour beaucoup, il s'agit d'un assassinat. Il s'agit d'un meurtre de sang-froid qui doit être condamné sans équivoque, sans condition. Nous demandons aux autorités de veiller à ce que justice soit rendue, à ce que le discours et les réseaux d'extrémisme soient démantelés en Afrique du Sud. Il est inadmissible que, dans une démocratie constitutionnelle comme la nôtre, des personnes soient tuées parce qu'elles ont une opinion religieuse différente. Dans un communiqué, le Conseil musulman d'Afrique du Sud a condamné le meurtre de l'imam ainsi que les violences envers la communauté LGBTQ+. Le Haut Commissariat des droits de l'homme s'alarme de la situation dans l'est de la RDC. L'organisation onusienne note des exécutions sommaires, y compris d'enfants à Bukavu, et des violences sexuelles et sexistes dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, commises par le M23.
Les prisons centrales de Kabare et Bukavu ont été vidées de leurs occupants. Des habitants craignent des représailles des évadés. L'organisation onusienne a appelé le Rwanda et le M23 à protéger toutes les personnes se trouvant dans les territoires qu'ils contrôlent. Entre 10 000 et 15 000 personnes, selon le HCR, ont fui vers le Burundi au cours des derniers jours, fuyant l'escalade de la tension et de la violence en République démocratique du Congo. Des milliers de personnes ont également rejoint Bujumbura par des points de passage non officiels, notamment le long de la rivière Ruzizi, près de Rugombo, ce qui aurait entraîné des cas de noyade, note l'ONU. 26 corps ont été ramassés dans la ville de Bukavu par la Croix-Rouge. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial a condamné dans une série de posts sur X le pillage de ces entrepôts de Bukavu pendant le week-end. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, les autorités congolaises dénoncent un manque de mobilisation au regard de la situation dans leur pays et réclament des sanctions contre Kigali. La ministre française de la Culture s'est rendue lundi au Sahara occidental. C'était à l'occasion d'une visite officielle au Maroc, en vue de renforcer les relations entre ce pays et la France. Rachida Dati a visité les villes de Laayoune et Dakhla, au cœur d'un territoire que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. C'est un moment politique, c'est un moment symbolique et c'est un grand moment aussi historique mais aussi culturel très fort puisque ces 3 visites seront accompagnées de signatures d'accords très forts dans tous les domaines de la culture. Rachida Dati a présidé l'inauguration d'une bibliothèque de l'Alliance française au bénéfice des élèves et étudiants. La cérémonie s'est déroulée en présence de son homologue marocain Mohamed Mehdi Ben Saïd et des responsables locaux. La culture au service de ses citoyens. La culture, c'est l'histoire, la culture, c'est le patrimoine, la culture, c'est la restauration de ce patrimoine. La culture, c'est défendre la culture hassani. Et nous sommes dans nos provinces justement pour effectivement pousser vers davantage de présence de culture hassani marocaine. La décision de la France de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental l'an dernier a renforcé les relations entre les deux pays. À Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a reçu lundi soir son homologue soudanais Ali Youssef Ahmed el-Sharif. Cette rencontre vise à renforcer les relations bilatérales entre l'Iran et le Soudan. 2 protocoles d'accord ont été signés, l'un sur l'exemption de visa diplomatique, l'autre sur la création d'un comité politique conjoint. Plus tôt dans la journée, le ministre soudanais des Affaires étrangères a rencontré le président du Parlement iranien, Mohamed Bakr Kalibaf, qui a réaffirmé son soutien à la stabilité du Soudan, en pleine guerre contre les forces de soutien rapide. Au cours de son déplacement en Iran, le chef de la diplomatie soudanaise s'entretiendra également avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Cette visite marque un tournant dans les relations irano-soudanaises, avec une volonté affichée d'élargir les échanges politiques et économiques. Ce médecin a passé des décennies à traiter des infections respiratoires chez les personnes âgées. Il se montre plutôt sceptique quant à l'évolution de l'état de santé du pape François, admis à l'hôpital Gemelli de Rome dans un état passable après l'aggravation d'une bronchite. Le pape risque une pneumonie à cause de cette bronchite polymicrobienne qui semble être, d'après les données dont nous disposons, résistante à certains antibiotiques. Nous verrons l'effet de cette nouvelle thérapie dans 4 ou 5 jours. Nous verrons si le patient va mieux ou non. Farmacologica. In 4-5 giorni vediamo se il paziente sta meglio oppure no. Bien que la fièvre du pape a baissé, Carmelo D'Azero souligne que cela pourrait être le signe d'un affaiblissement de sa réponse immunitaire, ce qui serait plus inquiétant qu'une forte fièvre. Une forte fièvre est le signe d'une réponse immunitaire à un agent pathogène. Une fièvre basse et une infection bronchique grave, parce que le pape a une infection grave, parce qu'ils ont dû changer d'antibiotiques, sont le signe d'une réponse
réponse immunitaire diminuée. Et cela nous inquiète un peu plus, disons-le. Peut-être que s'il avait eu de la forte fièvre, cela aurait été mieux. Le Vatican a annulé les audiences papales du week-end et désigné des représentants pour supplier le pape qui est toujours hospitalisé.